On a dit que ça nous intéressait. Le Lisa avait ses propres applications, mais elles exigeaient trop de mémoire. On pensait pouvoir faire mieux. Nous avons conclu un accord avec Steve pour fournir des applications couplées pour le Mac. On était très partisans du Mac et de la direction que montrait Steve. On l'a oublié, mais à l'époque, c'était Lotus, le leader des applications. Microsoft faisait un pari dangereux en acceptant d'écrire pour le Mac. On a commencé à travailler sur des logiciels pour le Macintosh en 1982. Je crois que c'est à ce moment-là que Bill a vraiment eu le déclic. L'avenir serait aux interfaces graphiques. Alors que Bill Gates reçoit sa révélation GUI, Steve Jobs continue à voir dans IBM l'ennemi public numéro 1. Big Blue dominera-t-il la totalité de l'industrie informatique? La totalité de l'âge de l'information? George Orwell avait-il vu juste à propos de 1984? Tout le talent oratoire de Steve Jobs ne parvient pas à faire oublier qu'IBM risque de couler Apple. La plupart des analystes financiers pensaient qu'Apple ferait faillite en quelques mois. Une couverture de Business Week proclamait « Tout est fini, IBM a gagné ». L'équipe du Mac se voulait une bande de pirates, des renégats qu'on appelait à la rescousse pour sauver le navire maintenant que les parts de marché de l'Apple II diminuaient. L'équipe du Macintosh accusait du retard, ce qui est courant dans la haute technologie. Il devenait urgent de mettre ce produit sur le marché. Après de nombreux reports, une date de lancement est enfin annoncée. L'approche de l'échéance fait monter la pression, mais rien ne fera renoncer Steve à son perfectionnisme. On vivait dans une cocotte minute. Pas question de cesser le travail avant d'avoir fini, même pas pour dormir. Je n'ai pas dormi une minute pendant les 3 jours précédant le lancement. Et on a donné les dernières instructions à 6 heures ce matin-là. Le Lisa ne se vend pas. Avec le Macintosh, Apple joue le tout pour le tout. Son sort en dépend. John Sculley débloque 15 millions de dollars pour la campagne publicitaire, qui doit s'ouvrir le jour du lancement, le 24 janvier 1984. Steve était très nerveux avant le lancement du Macintosh. La répétition de la veille avait été un désastre. Rien ne se passait comme il le fallait. Steve en voulait au monde entier, et on se demandait vraiment comment on allait faire le lendemain. Mais le moment venu, Steve a su déployer tous ses talents scéniques. Il n'y a guère eu que 2 produits marquants dans notre industrie. L'Apple II en 1977 et le PC d'IBM en 1981. Aujourd'hui, 1 an après Lisa, nous vous présentons le 3e, le Macintosh. Nombre d'entre nous travaillent sur le Macintosh depuis plus de 2 ans. Et le résultat est dément. Vous venez de voir de simples photographies. J'aimerais maintenant que vous voyiez le Macintosh en personne. Le Macintosh est le premier micro doté d'une interface graphique qui se vend à un prix abordable. C'est aussi un monument à la gloire d'un homme. Oubliez les recherches faites au laboratoire de Xerox. Oubliez aussi les innovations empruntées au Lisa. Le jour J, Steve Jobs en revendique seul la paternité. On en revient toujours à un problème de goût. Il s'agit de s'imbiber de tout ce que les hommes ont fait de mieux et d'essayer ensuite de l'intégrer dans ce que vous faites vous-même. Picasso disait « Les bons artistes imitent, les génies s'approprient ». Nous n'avons jamais eu de scrupules à nous approprier les grandes idées.
Si le Macintosh est grand, c'est que les gens qui l'ont conçu étaient avant tout des musiciens, des poètes, des artistes, des zoologues et des historiens, qui se trouvaient aussi être les meilleurs informaticiens du monde. Apple succombe à la folie des grandeurs. Elle produit un spot télévisé grandiloquent où l'on comprend que le gentil Mac va nous libérer de la tyrannie orwellienne du rebutant PC IBM. Malgré tout ce battage, dès la fin 84, les ventes du Mac plafonnent. Pub après pub, Apple insiste sur la supériorité du Mac vis-à-vis du PC IBM. Mais il présente des inconvénients majeurs. Son prix d'abord, $2 500, $1 000 de plus que le PC. La pénurie d'applications ensuite. Les éditeurs de software hésitant à produire des logiciels pour le Mac. On ne pouvait pas lui faire exécuter grand-chose. Mac Paint et Mac Write étaient ses seules applications. Et on commençait à s'en rendre compte. Dès la fin de l'année, les gens disaient « Peut-être que le PC IBM n'est pas aussi facile à utiliser ni aussi attrayant que le Macintosh, mais au moins, il me rend des services dont j'ai besoin. Un tableur, un traitement de texte, une base de données. » Les ventes du Mac ont commencé à baisser à la fin de 1984 et l'année d'après, la situation est vraiment devenue délicate. Un ordinateur qui se vend bien est un ordinateur doté d'une application avec un grand A. Un logiciel qui justifie l'achat du matériel. IBM avait Lotus 1, 2, 3. Le Mac avait grand besoin d'une application avec un grand A. WYSIWYG, encore du jargon Silicon Valley. Les initiales de ce qu'on voit égale ce qu'on obtient. Il est très difficile d'imprimer exactement la même image que celle qu'on voit sur l'écran. 80% de nos facultés cérébrales sont consacrées à traiter des données visuelles, mais ce n'est pas le cas des ordinateurs. J'ai écrit une lettre à ma mère que je signe Bob en caractères italiques, Time 72 points. Quand j'envoie l'impression, il en sort un Bob, mais pas vraiment le Bob que je voulais. C'est le problème d'Apple qui va encore une fois devoir son salut aux recherches effectuées chez Xerox. John Warnock, un des anciens cerveaux du parc, avait trouvé le moyen d'obtenir sur imprimante laser exactement ce qu'on voit sur un écran. Il venait de créer une société appelée Adobe afin de commercialiser son invention. En 2-3 semaines, j'ai fait annuler le projet en cours chez Apple. Ce qui m'a presque valu de me faire assassiner. Et j'ai conclu un accord pour qu'Apple rachète 19,9% du capital d'Adobe. Steve Jobs a fait un choix judicieux. Cet investissement va rapporter gros. L'association de l'interface graphique et de la précision laser donne naissance à un nouveau secteur d'activité, la publication assistée par ordinateur, la PAO. Les tableurs avaient fait de nous tous des comptables. Le Mac et son imprimante laser nous transforment en artistes, en éditeurs, voire en faux monnayeurs. Le Mac avait trouvé son application avec un grand A. Il sera bientôt l'ordinateur privilégié des professions artistiques. Ma vie a changé à la seconde où j'ai mis la main sur une souris. Je me suis tout naturellement orienté vers une carrière de graphiste. Le Mac connaît le succès grâce à la PAO, mais ce succès vient trop tard pour le fondateur d'Apple. En 1985, les ventes du Mac piétinent toujours, mais Steve Jobs se refuse à croire les chiffres. Il se comporte comme si le Mac se vendait à tour de bras. Il y avait un immense fossé entre le produit grandiose que le Macintosh aurait dû être et ce qu'il était en réalité. Cette réalité était quand même récupérable, mais le décalage entre les deux était tel qu'il fallait que quelqu'un réagisse. Et ce quelqu'un était John Sculley. John Sculley, à l'origine le poulain de Steve Jobs, soumet au conseil d'administration un plan stratégique pour sauver Apple.
Steve Jobs n'en fait pas partie. Il fallait que le conseil fasse un choix. Je leur ai dit que c'était l'entreprise de